Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir pour ce nouveau webinaire Seed Legals sur le BSR et la levée de fonds. Quelle stratégie choisir pour votre startup et la levée? Alors, on va attendre comme d'habitude que tout le monde se connecte. Bonjour tout le monde. Alors, on a un certain nombre d'inscrits, ce qui est très sympathique pour pouvoir échanger avec vous, avoir toutes vos questions et y répondre. Alors, là, les gens se connectent. N'hésitez pas à discuter aussi, hein, donc petite parenthèse sur l'utilisation de Zoom. Donc, vous avez en bas à droite, généralement, la partie discuter. Bonjour tout le monde. Donc, vous pouvez clairement ici répondre et échanger, poser vos questions. Vous avez également un question-réponse, un bouton dans Zoom pour le faire. Bonjour Youn, très content que tu sois là. Et ça permettra justement de pouvoir rendre ce webinaire un peu plus interactif. Souvent, on a une personne qui parle un peu toute seule, et en l'occurrence, ce matin, enfin ce midi, ce sera moi pour vous partager nos connaissances chez Seed Legal sur ces questions liées au financement, notamment avec un prisme assez juridique. On vous a préparé une présentation pour aborder ces différents sujets. Donc là, maintenant qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous ont rejoints pour pouvoir échanger sur ces aspects, peut-être petite présentation de ma part d'abord. Donc moi, je m'appelle Florent Artaud, je suis Country Manager France de Seed Legals. Seed Legals, c'est une société qui digitalise toutes les opérations sur le capital. On est une boîte SaaS. On s'est lancé d'abord en Angleterre, c'était en 2016. On a eu une très forte croissance et une très belle réussite dans l'écosystème anglais et au Royaume-Uni avec beaucoup de startups accompagnées. Et c'est sur cette réussite qu'on s'est dit qu'on allait développer le projet dans d'autres marchés en Europe, en commençant d'abord par la France. Et donc c'est là, à cette occasion, c'était en 2020, où j'ai rejoint le projet pour lancer le marché français. On a aussi lancé le marché donc Hong Kong et Singapour, qu'on appelle APAC, il y a quelques mois de ça. Et en tout et pour tout, on est plus de 150 dans la société. Pour parler de la France qui nous concerne aujourd'hui et ce matin principalement, on est plus d'une dizaine dans l'équipe. On a accompagné plus de 500 startups maintenant depuis notre lancement. On est basé aussi à Station F et également à H7 et on accompagne des startups partout en France, hein, sur ces aspects juridiques et de levée de fonds dont on va parler ce matin. Mais sinon, au global, Seed Legals, c'est plus de 40 000 startups sur la plateforme, plusieurs dizaines de milliers d'investisseurs. Donc, c'est assez conséquent. Et on a beaucoup de données à vous partager, de bonnes pratiques sur ces questions. Euh, qu'on va voir qui sont notamment pour la France, le BSR ou la levée de fonds plutôt classique. Qu'est-ce qu'il faut choisir pour votre startup? Parce que souvent, c'est d'ailleurs ce que je disais dans mon post LinkedIn hier pour relayer ce webinaire, beaucoup de start-upers, beaucoup d'entrepreneurs se posent des questions sur le roadshow, sur la partie financière, votre pitch deck, etc., mais n'anticipent pas vraiment cette question hyper stratégique également, qui est, OK, comment vous allez faire rentrer ensuite vos investisseurs? Est-ce qu'ils vont rentrer tout de suite au capital avec une valorisation qui sera fixée, ou est-ce qu'ils vont rentrer dans des conditions un petit peu différentes qu'on va voir avec ce fameux BSR, et qu'est-ce que le BSR, etc. C'est ce dont on va parler ce matin. Vous pouvez aussi indirectement dans le petit chat de discussion y mettre les questions au préalable ou pêle-mêle quand on échange ensemble. Et si je commence tout de suite pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous partager mon écran parce que je vous ai quand même préparé un support. C'est toujours appréciable, le support, plutôt que de me voir moi uniquement parler tout seul comme je l'ai dit. Et les principaux points qu'on va balayer ici, c'est d'abord les mécanismes de financement, les notions essentielles d'une levée de fonds, les différences entre le BSR et la levée de fonds traditionnelle. Et après, on pourra se faire des petits cas pratiques, mais je pense que les cas pratiques, on se les verra. On se les fera direct en live. Première question, peut-être même de contexte, avant de rentrer sur vraiment les aspects plus techniques entre ces deux mécaniques de levée de fonds. C'est le contexte, effectivement, aujourd'hui, de la levée de fonds. On sait que 2021, c'était une année assez folle d'un point de vue financement, beaucoup d'investissements, alors que 2022, on l'a vu, hein, on en a été témoin également, il y a eu
une baisse de valorisation, un contexte macroéconomique avec de l'inflation, avec la guerre aux portes de l'Europe. Est-ce qu'il y a forcément eu des conséquences sur la manière dont les investisseurs pouvaient investir? Mettons que ce soit des business angels ou des fonds d'investissement. Pareil, il y a eu beaucoup plus de restrictions, en tout cas de sélectivité dans le cadre des projets dans lesquels ils souhaiteraient investir et accompagner. Et d'où les deux images que je vous partage ici, que vous avez peut-être déjà vues, hein, qui sont la première sur la traduction avec Google Translate façon langage VC en 2021 et langage VC en 2022. Où le maître mot pour 2021, grosso modo, c'était la croissance. Donc dès lors que vous, avec votre projet, vous arriviez avec des arguments en termes de croissance et pas tant sur une logique de rentabilité, mais plus de prise de part de marché, de avoir un certain nombre d'utilisateurs qui utilisent votre plateforme ou autre, tout dépend de votre modèle économique, et ben, ça pouvait justement convaincre des investisseurs. D'autant plus si vous étiez dans la partie crypto, donc Web3 ou autre, à faire des NFT. C'est tout ça ce que dit un peu ce langage 2021, et y compris, vous le voyez à la fin, des multiples par rapport à l'ARR. L'ARR, c'est le chiffre d'affaires réalisé par an pour un modèle SaaS, donc Software as a Service. On est sur une logique de récurrence. Et ces multiples-là, c'est les valorisations sur la base desquelles on pourrait lever des fonds par rapport aux revenus générés annuellement, ou alors dans le cadre de la vente de la société. Donc un fois 100, c'est énorme, c'est délirant. Et on voit à l'inverse, 2022, 1 fois 5 ici. Donc pourquoi? Parce que on parle de bulle, oui, il peut y avoir une bulle, et effectivement, il y a une correction de marché, peut-être plutôt, qui s'est passée entre 2021 et 2022. Donc on parle plus trop là de Web3 NFT, et avec ce qui s'est passé dans l'écosystème crypto, forcément, pareil, ça a changé en termes de paradigme. Et le maître mot aussi à retenir pour 2022, et ce sera dans la continuité avec 2023, donc je fais quand même le lien, c'est la rentabilité, en tout cas avoir une logique de croissance toujours importante, mais à ce quoi il s'ajoute la logique de rentabilité, de faire en sorte que vous puissiez générer un certain nombre de revenus et être rentable à terme. Forcément, pas au tout début, parce que vous avez des questions et des besoins d'investissement. Donc, gardez ça en tête. 2023, en tout cas pour début 2023, on sera un peu dans la continuité de ce qu'a été 2022, évidemment. On verra après, je ne suis ni économiste ni analyste, donc c'est pour ça que je me garde bien de faire des prédictions sur le futur. Mais en tout cas, pour ce qui est début d'année, on sera un peu dans ce même contexte de 2022 qui est décrit ici. L'autre aspect et l'autre image, et j'en terminerai là sur cette slide et ce contexte, c'est l'email qui avait été envoyé par Y Combinator à toutes les startups du portefeuille de Y Combinator, et qui notamment précisait, vous voyez le point 4 ici, qu'il est de la responsabilité des startups de faire en sorte que leur runway soit étendu à 24 mois. Qu'est-ce que le runway? Le runway, en fait, c'est vous, la trésorerie que vous avez aujourd'hui en banque et les dépenses que vous avez chaque mois, de faire en sorte, tant que vous n'êtes pas rentable, que votre durée de vie d'un point de vue cash et trésorerie puisse durer au moins 2 ans, et ce qui vous permettra d'être dans des conditions assez satisfaisantes, soit pour atteindre une rentabilité, soit pour pouvoir potentiellement lever des fonds entre-temps. Voilà. Et donc ça, c'est très important, parce que dans le cadre de votre financement, si vous voulez aller lever des fonds avec des investisseurs et que vous avez une trésorerie et donc un runway qui est de 2 mois, ça va être très compliqué. Si en plus ils s'en aperçoivent, forcément les conditions ne sont pas à votre avantage. Et donc, dernier mot peut-être pour ça, c'est qu'effectivement, on est passé d'un contexte qui était très favorable aux entrepreneurs pour la partie levée de fonds, avec des conditions aussi assez favorables pour les entrepreneurs, à un contexte où, à l'inverse, c'est beaucoup plus favorable pour les investisseurs, notamment pour des conditions qui sont quand même d'autant plus restrictives, en plus de la sélectivité d'autant plus forte pour l'investissement des projets. Voilà pour le contexte. Si vous avez des questions, plutôt que de lever la main, comme j'ai vu pour Youn, mettez directement dans le chat discussion votre point, et comme ça je le prends à la volée ou je le garde pour plus tard si on l'aborde ensuite. Et donc, si on enchaîne après sur ce qui nous concerne. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, et j'ai pour habitude justement de commencer par là, pour les questions de financement, vous savez qu'il y a différents moyens de pouvoir financer votre projet. Et donc par rapport à ça, vous savez que vous pouvez soit faire entrer des investisseurs privés dans le capital de la société, et donc pour ça, en fait, ils vont investir
de l'argent dans la société et en contrepartie, vous allez leur donner des actions, donc une part du capital. C'est ça qu'on appelle l'aspect dilutif, donc que ce soit fonds propres, quasi-fonds propres, et sous forme d'augmentation de capital ou via le mécanisme de BSR. C'est sur ça qu'on va se concentrer ce matin. On va parler vraiment de cet aspect-là. Les autres aspects sont d'autres moyens de justement de financement, mais ces autres aspects, il ne faut pas se dire qu'ils sont alternatifs. Et donc, c'est soit tel moyen, soit tel autre. Non, ils sont cumulatifs. Donc, vous pouvez clairement jouer de ces différents moyens, et vous le savez. Donc, ce qui est dilutif, non dilutif, c'est un peu cette catégorie hybride qui se retrouve au milieu. Et d'un point de vue mécanique, vous avez compte courant d'associés, obligations convertibles. Pourquoi? Parce que ça emprunte à la fois la partie dilutif, c'est-à-dire qu'on peut convertir, par exemple, cette dette qui est le compte courant d'associé. Le compte courant d'associé, c'est nous, en tant qu'associés, on a mis de l'argent dans la société, mais c'est un prêt qu'on a fait à la société qui devra nous rembourser à terme. Mais potentiellement, plutôt que se faire rembourser ce compte courant d'associé, eh ben, on pourra le convertir en action dans le cadre d'un événement et si on le souhaite. Donc là, auquel cas, ce serait du dilutif. Mais inversement, on peut demander à se faire rembourser aussi cette avance en compte courant d'associé. Et pareil pour l'obligation convertible. Soit on convertit, comme son nom l'indique, soit on se fait rembourser. Et donc là, on voit que ça emprunte à la fois au dilutif, ou alors si on se fait rembourser, à tout ce qui est non dilutif. Tout ce qui est non dilutif, c'est une logique de dette, hein. Donc il y a typiquement les emprunts bancaires classiques que vous connaissez. Il y a aussi des prêts financés par l'État, notamment quand on a connu l'époque du Covid, c'était quelque chose qui était beaucoup utilisé avec les PGE et autres, mais aussi il y a des prêts d'honneur voilà, qui continuent à être faits en dehors de ce qui se voyait avec les PGE. Et il y a bien sûr, dans ce cadre-là, tout ce qui est non dilutif, ce sont les subventions. Et les subventions ici, il faut aussi l'avoir en tête parce que ça, à la différence justement des prêts, vous n'avez pas de question de remboursement. Il faut être éligible à ça. Mais derrière, effectivement, vous pouvez utiliser ces trois mécaniques. Et de votre côté, quand vous prévoyez, vous, votre besoin de financement, ayez toujours en tête, et c'est souvent ce qu'on observe, mais il y a aussi des entrepreneurs qui n'y pensent pas vraiment, c'est pour ça qu'on en parle là, c'est quand vous dites, OK, je veux lever, mettons, 500 000 euros. Et ben en fait, ces 500 000 euros, est-ce que c'est en equity ou est-ce que c'est aussi avec la partie dilutif, enfin, non dilutif, avec des prêts, avec des subventions? Parce que peut-être qu'au final, si vous avez défini votre besoin de financement, votre financement en equity, donc en capital sur la partie dilutive, ce sera, je sais pas, 200 000 euros. Allez, mettons 300, 350 000 euros. Et le reste, ce sera de la subvention et peut-être un prêt. Voilà. Il faut l'avoir en tête pour ventiler ces différents aspects parce que, encore une fois, il faut jouer de tous les moyens pour pouvoir financer votre projet. Et en tout cas, ça fait partie de votre stratégie et d'un élément à avoir en tête. Ça, c'est le premier point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, j'enchaîne sur cette partie. Et donc, l'autre sujet, quand on a défini son besoin de financement, que ce soit avec la répartition dilutif, non dilutif, peut-être une logique hybride, pas en compte cours d'associé ou autre, mais peu importe, souvent c'est dilutif, non dilutif. Et donc là, les questions à se poser, comme vous pouvez le voir et le lire, d'abord, il faut se dire quels sont les documents et la mise en place, en gros, avant d'aller chercher des investisseurs et de commencer mon roadshow. Et donc pour ça, vous avez besoin de votre pitch deck. Ça, c'est un classique et un élément incontournable du roadshow. Vous devez justement mettre à plat quel est votre projet en 10 slides avec des annexes, 10 à 15 slides, allez, si vous voulez, pas plus. Le reste, vous mettez en annexe. Et là-dedans, on va le voir juste après, il y a un certain nombre de points qu'il faut balayer. Votre business plan, évidemment, avec un prévisionnel, même si effectivement, quand vous êtes avec une société ou un projet qui est très jeune, vous n'avez pas vraiment de données encore, vous êtes peut-être pré-revenu, difficile de pouvoir se projeter sur un business plan à 3 à 5 ans, mais c'est un exercice pareil. Les investisseurs voudront, au travers de cet exercice et de ce que vous allez leur soumettre, que ce soit le pitch deck et ce business plan, comprendre où vous voulez aller, votre ambition. Et donc, vous devez faire vos devoirs là-dessus et c'est des éléments à avoir en tête et à faire.
Et le reste, après, derrière, c'est data room. Ça, ce sera des éléments, si nécessaire, à partager. En tout cas, nous, sur Sealegals, on vous permet de pouvoir, évidemment, on a une page pitch qui vous permet de pouvoir mettre votre pitch deck, le business plan et tout le reste, en plus de pouvoir derrière faciliter votre roadshow avec une éventuelle data room si besoin. À ceci près que quand vous êtes avec un projet assez jeune, data room, vous n'avez pas beaucoup d'éléments à partager aux investisseurs, hormis la promesse que demain et votre projet, ce sera un projet avec un beau succès. L'autre aspect ici, le deuxième point, il est ultra important également parce que, en fait, que vous cibliez des VC ou des business angels, l'approche est quand même assez différente. Et d'ailleurs, quand vous êtes avec un projet, encore une fois, on le voit tous les jours avec les centaines de projets qu'on accompagne chez Seed Legals, c'est que quand vous avez un projet que vous envisagez, par exemple, de lever, je sais pas, 1 million d'euros, vous savez déjà qu'avec des business angels, lever 1 million d'euros, nous, avec les données qu'on observe et les pratiques qu'on voit, c'est quand même la fourchette assez haute du financement. Et quand je dis 1 million d'euros là, c'est en equity auprès de business angels. Ça reste un montant assez ben, conséquent à aller chercher avec des investisseurs. Parce que des investisseurs, après, si vous ciblez que des business angels, très bien, mais encore faut-il qu'ils aient les moyens de pouvoir mettre des tickets assez importants pour, mis bout à bout, compléter justement, vous, votre besoin de financement sur la partie investissement en capital. À l'inverse, si vous voulez faire justement une levée de fonds avec des fonds d'investissement, attendez-vous bien aussi à avoir une certaine maturité parce que eux, ce sont des professionnels de l'investissement. Et donc, au-delà de croire peut-être au projet, à votre capacité à pouvoir délivrer, encore faut-il avoir des arguments qui permettent justement de les convaincre. Et il y a des fonds d'investissement early stage, il y en a un certain nombre en France, évidemment, euh, mais ce sont des personnes justement qui seront d'autant plus sélectives compte tenu du contexte dont on parlait. Les angels aussi, mais en tout cas, votre approche et votre stratégie ne sera pas la même que vous leviez avec des fonds d'investissement ou des business angels. Et pareil, ça, ces questions, c'est des éléments à avoir en tête, à anticiper, sans forcément vous fermer des portes, hein. Vous pouvez toujours avoir une logique purement opportuniste et avoir différents scénarios pour pouvoir vous dire, OK, peut-être qu'on va nouer déjà des liens avec des fonds d'investissement qui nous donneront d'ailleurs des retours assez constructifs sur la part, sur notre projet, sur le pitch deck, sur ci ou ça. Et au final, c'est trop tôt pour eux. C'est ce qu'on entend souvent de ce qui nous est rapporté par des entrepreneurs qui ont un projet encore un peu jeune pour aller chercher des fonds d'investissement. Et ben là, il faut aller chercher des business angels. Et donc, typiquement, comment les trouver, comment aller les chercher, etc. Et ben, on a la chance, nous, aujourd'hui, d'avoir LinkedIn, hein. Donc, vraiment, allez cibler des investisseurs, des angels qui sont dans votre industrie, qui connaissent le marché dans lequel vous êtes, qui pourront aussi avoir en plus d'un apport en numéraire, donc d'apporter du cash, d'apporter aussi un peu de connaissances sur le marché, du réseau et autres. Donc ça, typiquement, c'est ce qui est à avoir en tête sur ce deuxième point. Ensuite, comment préparer votre roadshow? Déjà, commencer par balayer tout ce qu'on a pu se dire jusqu'à ce point. Et après, de pouvoir bien aussi mettre en place de manière méthodique, comme quand on est commercial dans une société, c'est vraiment une logique ici commerciale, c'est de pouvoir suivre avec la logique du CRM qui et quel investisseur a consulté mon pitch deck, comment et combien il serait prêt à mettre en termes de commit, de les suivre, de les relancer, de les tenir au courant. Et puis après, évidemment, si vous avez déjà des rendez-vous, ils sont intéressés pour pouvoir discuter sur l'investissement potentiel de votre projet, et savoir ensuite pouvoir enclencher la partie closing assez rapidement. Et nous, chez Sidegas, justement, c'est ce qu'on fait. Donc, on vous facilite le closing, mais avant ça, on vous facilite également le roadshow qui vous permet de pouvoir justement vous aider sur cette partie. Donc, pour répondre à ta question, Anthony, justement, la solution CRM idéale, en tout cas, est-ce que c'est idéal? Je pense qu'elle est quand même très utile et elle vous aide beaucoup. Quand vous créez une plateforme une société, un compte sur Seedlegals, vous avez une page pitch, donc c'est la pitch page comme on l'appelle, sur laquelle vous y mettez, vous y logez les documents dont on vient de parler. Et ensuite, vous pouvez tracer justement, parce que ça vous permet de partager un lien
aux investisseurs avec qui vous allez échanger bah, comme un Notion que vous pourrez construire, mais qui est un peu moins pratique pour ce genre de choses, ou un DocSend pareil, et ben, vous avez le lien et ça vous permet de savoir qui a consulté votre page, donc c'est le legal speech, et ce qui vous permet de pouvoir après aussi leur partager des documents avec la data room, etc. Donc on vous aide là-dessus, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on pourra en discuter avec nos équipes avec plaisir. Les autres aspects, on en parlait justement sur le pitch deck, et quand vous allez présenter votre pitch deck aux investisseurs, forcément, ce qui va impacter, que ce soit la valorisation ou la manière dont vous pouvez convaincre vos investisseurs, ce sont les points que vous voyez ici qui sont listés. Et dans ces points, comme vous pouvez le voir, il y a des éléments qui sont indispensables. Ces éléments, le premier, c'est quoi? Disruption factor. Mais en fait, c'est votre élément de différenciation par rapport à l'état de l'art et la problématique que vous adressez. Vous adressez toujours une problématique donnée. Ben, qu'est-ce qui va vous différencier, vous, par rapport aux autres personnes présentes dans le marché? Si vous dites il n'y a aucune concurrence qui existe sur ce que je viens de lancer, sachez que c'est faux. Il y a toujours de la concurrence, il y a toujours des gens qui ont créé des produits plus ou moins substituables par rapport à ce que vous allez proposer. Donc, toujours avoir ça en tête, même si notre ego, on le sait, pour avoir aussi entrepris, ben, on se dit on est unique, et ben en fait, non, pas vraiment. Il y a toujours quelque chose qui existe comme ça. Que ce soit même un tableau Excel ou d'autres choses, hein, peu importe. Mais bref. Ensuite, people risk, c'est quoi? Bah, c'est votre capacité à exécuter. De toute façon, quand on lance un projet, quand on va convaincre des investisseurs, le premier argument, c'est vous. C'est votre capacité, bah, déjà votre connaissance du marché, votre connaissance de l'écosystème, votre connaissance de la problématique que vous voulez adresser, et la solution que vous pouvez construire, mais surtout votre capacité à pouvoir exécuter et délivrer cette solution. Et donc, ça, c'est clairement quelque chose qui est à avoir en tête. Et par exemple, vous voulez créer une société, une boîte SaaS, qu'importe laquelle. Et pour ça, vous avez besoin, ben, forcément, d'une personne qui sache développer un software, d'un CTO. Sauf que vous êtes 2 personnes, plutôt business, un marketing et un business. Bah, là, il y a un risque côté people, c'est que, bah, il manque, cette personne-là qui est, elle, plutôt ingénieure, et donc c'est à garder en tête sur comment vous présentez ça dans votre pitch deck, et cetera. Bon, il y a plein de façons de faire, mais bref. Et donc après, il y a le product risk. C'est quoi? Bah, pareil, par rapport au produit, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Est-ce que c'est complexe, par rapport à ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est du hardware, aussi du software? Il y a tout un tas de choses à avoir en tête. Le marché également, est-ce qu'il y a des questions de réglementation par rapport à ça? Quel est votre go-to-market concrètement? Comment vous allez développer votre business? Le business model, la partie unique economics, bref, tous ces éléments jusqu'au dernier point où c'est quoi? Bah, c'est comment vos investisseurs, eux, pourraient potentiellement monétiser à terme. Et donc ça aussi, c'est un élément qui est assez intéressant à mettre, quand bien même c'est peut-être pas la logique au début. Là, vous comptez vous financer, mais les investisseurs qui vont financer votre projet, ils sont pas là justement pour être des philanthropes, ils attendent un retour sur investissement à terme, même s'ils connaissent en tout cas ben, le risque que eux prennent également, parce que ben, financer des startups, c'est un pari risqué et peut-être un peu moins risqué que ben, d'entreprendre. Donc voilà, partager les risques en tout cas là-dessus. Maintenant, une fois qu'on s'est dit tout ça, on va enchaîner sur le point central de nos questionnements de ce matin et de la thématique qu'on aborde, qui est, bah, OK, est-ce que je lève des fonds et fixe ma valorisation, typiquement? Et c'est ça, en fait, l'aspect plus ou moins central, entre le BSR et la levée de fonds, classique. On va voir à peu près toutes les similitudes et les différences entre l'une et l'autre mécanique. Mais typiquement, la notion essentielle à avoir en tête quand vous levez des fonds, c'est la valorisation. Bah, parce que même quand vous parlez de BSR, bah, quand vous parlez de BSR, vous allez toujours parler de valorisation. Certes, vous n'allez pas forcément la fixer, vous allez l'encadrer la plupart du temps. Et donc, cette valorisation-là, selon le stade de maturité, comment vous la fixez? Est-ce que vous avez un peu des idées sur comment fixer votre valorisation? Vous pouvez mettre ça dans le chat, hein, dans la petite bulle discuter, si vous avez des idées. Je veux donner des éléments, bien sûr, hein. Alors, on nous dit quoi? L'ARR. Effectivement, l'ARR. Et si on est une société qui est pré-revenu? Ou alors si notre ARR, bah, au bout d'un an, on a généré quelque chose
bah, pas suffisamment significatif par rapport à la promesse du projet qu'on a et aussi ben, des projections qu'on a dans notre business plan. Bah, typiquement, l'ARR, comment on pourrait le faire? On l'a vu, effectivement, et tu viens de le préciser, Anthony, c'est, ben, on pourrait dire un multiple de l'ARR par rapport à ce qu'on a fait peut-être cette année et peut-être par rapport sur les projections qu'on a bah, des prochaines années. La taille du marché visé aussi, c'est hyper important. Mais en fait, un multiple de l'EBITDA, effectivement, il y a plein de façons de pouvoir le faire et pouvoir, en effet, donc ça, c'est Edgar qui dit un multiple de l'EBITDA. Ça peut être fait, ça peut être un multiple du chiffre d'affaires, ça c'est l'ARR, par exemple, avec la logique de récurrence. Un multiple de l'EBITDA, bah, ça permet de pouvoir, pour ceux qui n'ont pas la référence en tête, l'EBITDA, c'est quoi? C'est ce que vous faites en termes de résultats après toutes vos dépenses, que ce soit surtout bah, du salaire, toutes les autres dépenses, et avant impôt. Et donc, généralement, dans des startups, justement au début, l'EBITDA, il est négatif. Et donc, un multiple de l'EBITDA qui est négatif, compliqué. Pareil, un multiple de l'ARR qui n'est pas hyper significatif, bah, ça mettrait des valorisations qui sont pas très très hautes. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ces données sont ultra importantes, mais quand on parle de société early stage, et ben là, pour le coup, on raisonne pas tellement avec ces méthodologies assez traditionnelles et classiques, et aussi ultra pertinentes pour des sociétés peut-être plus matures, mais pour des sociétés early stage. Le DCF, c'est quoi? C'est Discounted Cash Flow. Et ça, c'est de la projection et de l'actualisation des flux par rapport à ce que vous pouvez réaliser et votre business plan. Pareil, parce que votre modèle économique, quand votre startup est hyper jeune, vous changez un moindre élément et en fait, tout votre business model pourra évoluer et le DCF, bah, grosso modo, tombe à l'eau, quoi. Raison pour laquelle, euh, là, pour le coup, c'est des méthodes de valorisation qu'il faut avoir en tête. Mais une qui n'a pas été citée, c'est aussi le comparable. Comparable, c'est hyper important. Se dire, bah, s'il y a une société qui va pouvoir justement, qui a levé des fonds, qui est une société similaire dans la même industrie à la vôtre, bah, combien elle a levé? Après, généralement, les comparables, on va prendre justement, informations qui sont publiques. Et donc, quand on est avec des sociétés qui sont assez jeunes et des sociétés privées, on n'a peut-être pas toutes les infos. Mais donc, prendre un comparable d'une société cotée, ça fait pas trop sens non plus. Donc, tout ça pour dire que ces approches-là, s'il y en a à retenir, il faut retenir quoi? Il faut retenir en fait une règle de 3 très simple. En plus du comparable, si vous avez des informations sur les sociétés qui ont levé des fonds qui sont comme les vôtres et qui vous donnent un indice assez important sur le marché, et ben c'est combien vous allez donner de capital versus combien ils vont investir. Et c'est ça qui va nous donner justement la valorisation pré-monnaie dont on va parler, que ce soit pour les débutants ou pas pour les débutants, hein. Donc là, c'est SF qui nous pose la question. Donc je vais revenir sur ce point. Et si je balaye les autres slides, on vous donne quelques petits référentiels ici selon la maturité. Apprendre avec des pincettes aussi, parce que ça dépend vraiment de votre modèle, de votre maturité, et c'est des ordres de grandeur. Ça ne veut pas dire que c'est tout à fait exact. Là, OK, c'est 500 ou 1 million ou 700 000 euros la valorisation de la société. Et c'est sur ça qu'on peut vous aider, bien sûr, avec les données qu'on a sur Legals, à y voir plus clair avec nos équipes. Et donc, après, voilà, de l'attraction, des générations de revenus, croissance et autres, là, on peut avoir des valorisations plus élevées. Mais comme je disais, le plus simple, et on va se faire ce petit cas pratique, ce petit exercice assez simple également, sur comment fixer la valorisation de la société. Vous allez voir, vous allez devenir des experts en évaluation de startup early stage, tellement c'est clair et simple à faire. Et ben, mettons, vous voyez, vous décidez de donner en contrepartie de l'investissement une part du capital. On revient sur ce qu'on se disait initialement. Et donc là-dessus, bah, généralement, nous, nos données sur ces légales, avec les centaines d'opérations qu'on réalise, des milliers même, on sait qu'on est entre 10 et 20% pour des projets early stage qui vont lever avec des angels, mettons, entre 100 et 500, voire 800 000 euros. Peut-être même 1 million d'euros, pour avoir une fourchette assez large. Et généralement, ça doit vous donner un runway 12 à 18 mois. Mais on l'a vu avec aussi le message Y Combinator et ce qui se dit, aujourd'hui, on est plus dans un runway de 24 mois que 12 à 18 ans, dès que vous levez des fonds. Ça, c'est à anticiper dans votre prévisionnel. Et donc, si on revient sur la valorisation, alors, on va faire un exercice. Combien est valorisée la société si moi, j'ai investi 100 000 euros dans votre projet et en contrepartie, vous me donnez 10 000 euros?
Alors, 100 000 € pour 10%. C'est quoi la valorisation de la société? À vous. Je regarde le chat. 1 million d'euros, exactement. Et ça, c'est Edgar qui a la bonne réponse. Et tout à fait, 1 million d'euros. Pourquoi? Ben, c'est la règle de 3 très, très simple, hein. Si 10% de la société vaut 100 000 euros, c'était notre accord, moi qui investis 100 000 euros, et ben 100% de la société, c'est 10 fois les 10%, donc 10 fois les 100 000 euros. Et ça nous donne 1 million. Et c'est là où, ben, en fait, la valorisation de 1 million d'euros, c'est ce qu'on appelle la valorisation post-monnaie. Pourquoi? Parce que ça comprend les 100 000 euros que moi j'ai investis. Et donc, c'est là où on voit quelle est la différence avec une valorisation pré-monnaie. Bah, la valorisation pré-monnaie, c'est la valorisation post-monnaie moins l'investissement qui a été investi. Donc, dans mon exemple, c'est 1 million d'euros valorisation post-monnaie moins les 100 000 euros que j'ai investis, ce qui nous donne 900 000 euros de valorisation pré-monnaie. Généralement, c'est sur la valorisation pré-monnaie vous vous mettez d'accord quand vous négociez avec votre investisseur, que vous avez la lettre d'intention, que vous générez sur site légal, ou même avant ça avec la table de capitalisation et tout ce qu'on a sur la plateforme pour pouvoir savoir combien et quelle sera la dilution. Donc c'est un raisonnement sur une valorisation pré-monnaie. Mais si vous avez, comme vous avez vu, hein, on se l'est fait cette règle de 3 de manière très simple, et ben si vous avez la post-monnaie, vous enlevez juste le montant investi, vous tombez sur la pré-monnaie. Et pareil, quelle est la valorisation post-monnaie? Bah, si c'est 900 000 euros investis, enfin 900 000 euros de valorisation pré-monnaie pour 100 000 euros, et ben 1 million d'euros post-monnaie. Et donc, vous avez vu à quel point on a facilement fixé une valorisation de la société d'1 million d'euros? Bah, c'est comme ça que la valorisation se fixe généralement pour des startups early stage, parce qu'on n'a pas encore de données suffisamment objectives et d'aspects quantitatifs pour pouvoir vraiment fixer une valorisation par rapport à des méthodes plutôt traditionnelles qui sont un discounted cash flow, qui sont, je sais pas, des actifs nets, qui sont un multiple du chiffre d'affaires, un multiple de l'EBITDA, un multiple de l'ARR, qu'importe. Et c'est la raison pour laquelle, ayez ça en tête quand vous allez lever des fonds. Mais l'exemple que j'adore aussi prendre, et ce qui va faire le lien avec le BSAR, c'est que quand vous fixez une valorisation de la société avec une augmentation de capital et cette mécanique-là, eh ben, prenons l'exemple de 500 000 euros contre 10% du capital. En fait, fixer une valorisation trop haute trop tôt, ça peut être problématique. Prenons cet exemple. Si on lève 500 000 euros pour 10% du capital, parce que vous n'avez pas envie de vous faire diluer à plus de 10% du capital, c'est de la négociation après, hein. Mais pourquoi? Parce que vous envisagez, de votre côté, d'ici 12-18 mois, à faire une nouvelle levée de fonds. Et puis après ça, encore une nouvelle levée de fonds. Et en fait, vous allez avoir donc un certain nombre de dilutions. Et vous anticipez ces dilutions futures et à venir. Vous savez que si vous faites un tour de seed, vous êtes plutôt aux alentours de 20 à 25% du capital en termes de dilution. Pareil en série A. Donc, mis bout à bout, vous savez que bah, c'est pas là aujourd'hui, avec les 500 premiers 1000 euros, que vous avez envie de vous diluer à hauteur de 20-25% du capital. Et donc, la réponse nous a été donnée par Anthony. La valorisation post-monnaie, pour l'exemple là, c'est 5 millions d'euros. 10% pour 500 000 euros. Quelle est la valorisation pré-monnaie alors? Ça, vous devez savoir. 4,5 millions, exactement. Et voilà, on a fixé notre logique et on sait que là, pour 500 000 euros investis contre 10% du capital, c'est une valorisation à 4 500 000 euros pré-monnaie. Mais ça, si notre projet il est assez early stage, hyper jeune, est-ce que fixer une valorisation pré-monnaie à 4,5 millions, c'est pas mettre une barrière en termes de valorisation trop haute? On peut se dire, nous, c'est à notre avantage entrepreneur, tant mieux. Il y a des investisseurs qui sont prêts à investir à cette valorisation qui est assez haute. Et en plus, nous, l'avantage, c'est que on se dilue moins. Vous l'avez compris. Sauf que dans l'exemple, si on le poursuit un petit peu et que vous envisagez de lever 1 million d'euros lors du prochain tour en seed, mais vous savez que là, vous allez avoir une dilution qui est, disons, de allez, 25% du capital. Parce que vous n'êtes peut-être pas dans les mêmes conditions aussi optimistes, blablabla. Il y a eu un changement de marché et de conjoncture entre 21 et 22, comme on se l'est dit. Bon, comment on fait?
Parce que là, si on se refait le même exemple, allez, 1 million d'euros pour 25% du capital. Pareil, vous êtes devenus des évaluateurs experts maintenant sur l'early stage. Donc 25% du capital, moi j'ai investi 1 million d'euros, vous me donnez 25% du capital. Et donc là, on est sur combien? Effectivement, on est sur 4 millions d'euros post-money. Pourquoi? Bah parce que 25%, pareil, si on fait le calcul de tête, c'est 4 fois 25%, c'est 1 million d'euros. C'est 4 fois 25%, c'est 100%, pardon. Et donc là-dessus, si vous enlevez donc le million d'euros investi, on tombe sur 4 millions post, pré-money, c'est 3 millions. Et vous voyez la problématique. Vous voyez la problématique, en fait, on en a fixé autour de seed qui suit l'investissement en pré-seed des angels ou qu'importe, où la valorisation était fixée à 4,5 millions, et ben là, on a une valorisation qui est à 3 millions. C'est quand même problématique, là. Donc, c'est pour ça que là, il y a d'autres mécaniques de financement qui vous permettent de pouvoir éviter la fixation de la valorisation et d'encadrer cette valorisation plutôt que de la fixer. Et donc, cette mécanique, c'est quoi? Bah, c'est le BSR. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que vous pouvez vous dire, est-ce que c'est avantageux ou pas de fixer une valorisation pour l'augmentation de capital avec le premier tour de seed ou de pouvoir utiliser le BSR. Et donc le BSR, c'est quoi? Très rapide contexte. C'est typiquement une pratique qui vient des États-Unis. C'est issu du Simple Agreement for Future Equity et qui a été développé par donc, l'accélérateur incubateur Y Combinator. Et ça a été localisé en France par notamment The Family et qu'on a créé sous forme de BSR. Donc c'est la même logique, et cette logique, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre de financer de manière assez flexible les startups early stage. Donc l'avantage, c'est de pouvoir avoir quelque chose de relativement souple de manière administrative et contractuelle, vous permettant de pouvoir recevoir des fonds au fil de l'eau de la part des investisseurs sans forcément fixer la valorisation ni prévoir tout le pacte d'associés, mais on va voir les différences. Et le BSR, c'est quoi? C'est le bon de souscription d'actions par accord d'investissement rapide. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce BSR? En fait, le fait d'investir en BSR, c'est quoi? Si on ne fixe pas la valorisation, comme je disais, vous allez l'encadrer. Vous allez l'encadrer notamment par rapport à différentes conditions qui sont une décote. Et donc, votre BSR, grosso modo, c'est votre investisseur investit tout de suite, mais entre au capital à l'occasion d'événements ultérieurs. C'est soit à l'occasion d'une prochaine levée de fonds, soit à l'occasion de l'arrivée d'une date butoir. Et ils sont, eux, garantis de pouvoir convertir leur contrat de BSR et d'avoir des actions ensuite, sauf si le projet va au tapis. Et ça, c'est la vie, c'est le risque entrepreneurial que tout le monde prend, y compris les investisseurs en investissant dans ces projets. Mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils investissent, ils prennent un risque un peu plus important. C'est des investisseurs R. Et c'est la raison pour laquelle, en contrepartie du risque qu'eux prennent, ils ont des conditions plus avantageuses qui sont ce qu'on voit là, la décote. Et donc, cette décote s'appliquerait au prochain tour. C'est-à-dire que si, dans notre exemple, eh ben, on levait 1 million pour 25 ou 500 000 euros, enfin, mettons 1 million d'euros pour 25% du capital avec 3 millions d'euros de valorisation pré-monnaie, et qu'on avait une décote de 20% pour les investisseurs en BSR, bah, eux, ils convertiraient leur contrat de BSR dans le cadre de cette levée de fonds, suite à leur investissement en BSR, à une valorisation qui n'est pas de 3 millions, mais qui est avec une décote de 20%, ce qui nous donne 20% de 3 millions, donc 2,4 millions. Et ça, c'est l'avantage que eux ont avec le contrat de BSR. Et ce qui aura permis à vous aussi de pouvoir avoir fait rentrer du cash avant et sans avoir fixé la valorisation qui aura pu vous mettre une barrière un peu trop haute. Trop haute. Les autres conditions que vous trouvez dans le BSR, qui sont assez standards, ce sont les conditions liées au cap, valorisation cap, c'est-à-dire que vous garantissez à votre investisseur que lui ne convertira pas à une valorisation plus élevée que ce plafond, ce cap. Et donc les deux avantages que vous donnez à votre investisseur avec un contrat de BSR généralement sont la décote et la valorisation cap. Le reste, c'est quoi? C'est la date butoir dont on parlait, c'est-à-dire vous garantissez aussi à l'investisseur qui rentrera au capital à l'arrivée d'une certaine date. Généralement, c'est entre 18 et 24 mois à compter de l'investissement. Et aussi, vous prévoyez ce qu'on appelle un floor, ce qui est plutôt franco-français pour le coup, parce que au UK, par exemple,
il n'y a pas vraiment de notion de floor. Et c'est quoi le floor? C'est pour vous protéger, vous, l'équipe fondatrice, d'une trop forte dilution. C'est si vous levez moins à une valorisation qui est en dessous de ce floor, la conversion du BSR se fera, elle, de manière limitée au floor. Et généralement, comme vous voyez dans le graphe, nos données, nous, qu'on voit sur la plateforme, font ressortir que le tunnel de valorisation, comme on peut l'appeler, entre le cap et le floor, c'est généralement le floor est 2 fois moins important que le cap, et inversement. Donc le cap 2 fois plus important, c'est 2 fois le floor. Par exemple, on prévoit là typiquement quelque chose d'assez classique de ce qu'on observe en pratique. Vous levez ces 500 000 euros sous forme de BSR, ou mettons 300 000 euros, qu'importe, et vous envisagez un tour de financement d'1 million d'euros lors du prochain tour. Vous allez prévoir peut-être un cap, disons, à 4 millions d'euros, un floor à 1 million d'euros, et une décote de 20% entre les deux, qui est assez standard. Voilà. Et donc, selon le prochain tour et la valorisation de référence qui aura lieu lors du prochain tour et qui sera fixé à ce moment-là, là, vous verrez que vos BSR seront convertis selon les conditions que vous avez mis dans le contrat et négociées. Évidemment, tout ça, on vous accompagne, on vous aide sur la plateforme. Je vous montrerai rapidement comment ça se passe. Mais avant ça, je vous montre les différences et les similitudes ici sur les deux. Petit récap. Donc, la valorisation, elle est différée généralement dans le BSR. Mais elle est encadrée, comme on se l'est dit à l'instant. Vous pouvez même des fois, c'est contractuel, fixer une valorisation, mettre une valorisation fixe dans le contrat de BSR, ce qui assure l'investisseur, lui, de rentrer plus tard à cette valorisation fixe. Donc c'est plus rare, et c'est souvent des cas assez négociés avec des investisseurs plutôt sophistiqués sur ces aspects, ou alors pour répondre à une problématique donnée. Mais sinon, tout ce qui est standard en France, en tout cas, sont la triptyque, le cap, le floor, la décote. Pour la levée de fonds classique, vous l'avez compris, on s'est fait les exercices de tête sur ça, on fixe la valorisation, donc la fixation est immédiate. Les détentions d'actions par les investisseurs, pareil, BSR, c'est différé. Pareil pour la dilution. Le BSR, c'est quelque chose qui est dilutif. Ça, il faut l'avoir en tête. La dilution, elle est juste différée, alors que pour l'augmentation de capital, à l'inverse, c'est immédiat. Tout ça est immédiat. Heureusement, la mise à disposition des fonds, effectivement, est immédiate dans les deux cas, donc BSR ou levée de fonds classique, à ceci près que pour un BSR, l'investissement, lui, se fait directement sur le compte de la société. À l'inverse, pour le compte d'augmentation de capital, dans le cadre d'une augmentation de capital, il faut l'ouvrir auprès d'une banque ou d'un notaire. C'est obligatoire. Donc, il y a un peu plus d'administratif, et comme vous le voyez, les formalités d'augmentation de capital, elles, sont différées aussi, donc ça fait moins de formalisme, moins de lourdeur administrative pour le BSR, donc c'est plus flexible, et aussi pour la levée de fonds classique, qui, elle, justement, demande à faire ces différentes formalités au greffe, on le sait, pour mettre à jour le cabis de la société, par exemple. Et donc, les deux, évidemment, prévoient des décisions d'associés. C'est des décisions qui sont du ressort et de la compétence des associés de la société. Tous ces documents, on vous les génère sur la plateforme, je vais vous montrer. Mais le dernier point aussi sur l'avantage et l'inconvénient de l'un et l'autre, c'est que l'avantage du BSR, vous l'avez compris, c'est la flexibilité et la rapidité. En plus de pouvoir ne pas avoir à fixer votre valorisation tout de suite parce que vous n'avez pas trop les éléments, donc vous l'encadrez. Mais ce qui est aussi l'avantage du BSR, c'est que vous n'avez pas non plus à discuter toutes les conditions que vous avez dans un pacte d'associés. Et vous en avez un certain nombre. Bien sûr, vous allez devoir discuter les conditions qui sont dans votre contrat de BSR et les principales conditions dont on parlait, mais généralement, c'est beaucoup plus rapide et flexible, le BSR, qu'une levée de fonds classique. Et surtout, dernier point, c'est que vous pouvez faire entrer vos investisseurs au fil de l'eau avec les BSR. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à investir aujourd'hui. Demain, vous rencontrez un autre investisseur qui est prêt à rentrer. Moi, aujourd'hui, vous pouvez me faire le contrat. OK, on se met d'accord et je fais le virement. Et le lendemain ou le surlendemain, un autre investisseur, pareil, etc., etc. Et donc, la levée de fonds, elle, classique, vous devez attendre que tout le monde soit prêt à investir au même moment pour closer votre tour, faire le pacte d'associés, donc tout le monde ait validé les différents termes, ce qui est un peu plus lourd, encore une fois, sur le process. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il y a une solution meilleure qu'une autre. Ça dépend vraiment de votre stratégie, et on revient sur ce qu'on se disait, il faut anticiper ces éléments, et c'est sur quoi on peut bien sûr vous aider. Et on vous clarifie tout ça, nous, sur la plateforme Seed Legals. Question négo, nous demande Louis, vaut-il mieux entrer sur une négociation BSR avec un peu de marge sur le cap, le floor ou la décote, car on voit bien où on aimerait bien atterrir, mais on s'attend à du challenge de la part de certains invests?
quand on parle de négociation, toujours partir effectivement de conditions qui sont plus à votre avantage, mais qui sont toujours aussi cohérents par rapport au marché. Il ne faut pas arriver et vous décrédibiliser avec des conditions complètement hallucinantes. Sinon, bah, ils vont vous prendre un peu pour des rigolos et vous décrédibiliser, comme je viens de dire. Donc là-dessus, ma recommandation, c'est faites l'exercice de vous faites un tour en BSR, parce que vous dites, OK, c'est peut-être la solution qui nous paraît pertinente là aujourd'hui. On envisage de lever combien lors du prochain tour? Ce qui permettra de goupiller si vous êtes dans cette stratégie de développement de financement. Donc, si vous envisagez de lever 1 million d'euros, mais peut-être vous dites, ah, mais ça dépend, si on fait peut-être des chiffres, on voudrait peut-être lever 2 millions d'euros. Bah, partez sur peut-être cette logique plus objective, enfin plus objective, non, plus optimiste sur la levée de 2 millions d'euros, en vous disant, bah, si vous mettez un cap, si vous levez en projection 1 million d'euros, vous savez que le cap, vous allez mettre allez, entre 3 à 4, enfin disons 3 et 5 millions d'euros, par exemple, pour vos investisseurs R. Mais si vous envisagez de lever 2 millions d'euros, bah, c'est plutôt x2, quoi. C'est plutôt de 6 à 10 millions d'euros pour le cap. Et donc, si vous avez cette hypothèse là, il faut toujours qu'il y ait le rationnel et des arguments, bien sûr, à faire valoir aux investisseurs quand vous en discutez. Et donc de dire, bah ouais, je vais mettre un cap plutôt à 6 ou à 7 versus un cap à 3, dans l'exemple que je donne. Et des cotes, généralement, c'est souvent la variable d'ajustement quand vous discutez avec vos investisseurs. Et généralement, elle est en standard à 20%, mais vous pouvez vous mettre d'accord avec les investisseurs. Vous pouvez justement négocier cette partie. Si vos investisseurs mettent un montant plus important, vous pouvez avoir une décote plus importante. De la même façon, les conditions des BSR peuvent différer d'un investisseur à l'autre, notamment si vous avez des premiers investisseurs qui investissent là aujourd'hui en janvier et qu'il y en a d'autres qui investissent plus tard en juin, vous allez prendre des conditions peut-être différentes avec justement ceux qui ont pris le plus de risques en janvier, bah, qui ont des conditions effectivement qui étaient plus avantageuses que ceux qui vont investir en juin. Et ça, vous pouvez jouer sur la décote. Par exemple, ceux qui ont investi en janvier et qui ont mis des montants peut-être plus importants, ils ont 20% de décote ou 25%, alors que ceux qui investissent en juin, selon le montant qu'ils ont mis, ils ont peut-être entre 10 et 20% de décote. Voilà un peu ce que je peux dire sur ces aspects. Pour vous montrer à quoi ça ressemble après, donc on a un certain nombre aussi de ressources sur la plateforme Seed Legals. Bon, ça, c'est mon contact, mais typiquement, si vous voulez, vous voyez toujours mon écran, créer ben, un compte, donc n'hésitez pas, il y a 7 jours gratuits, et vous pouvez après, justement, là, définir ici, c'est la société Test French Co. Vous voyez, vous remplissez les informations par rapport à la société. Vous faites ensuite la partie table de capitalisation, vous permet de gérer toute cette partie-là, qui a combien du capital, de savoir justement bah, quelle sera la dilution avec les tours de financement, par exemple un seed round, etc., avec l'entrée de ces investisseurs. On a la partie pitch dont on parlait justement avant, pour pouvoir vous aider dans votre roadshow, combien vous voulez élever, quelle est la méthode de financement que vous envisagez. Vous mettez votre vidéo pitch, le pitch résumé, votre pitch deck, vision, problème, solution, l'équipe fondatrice. Ça vous génère un lien ici. Vous pouvez voir l'aperçu de ce que verraient vos investisseurs quand vous partagez ce lien. Quand ils partagent, vous partagez ce lien et qui justement cliquent dessus, vous avez le suivi des investisseurs. Vous pouvez y mettre là le montant des investissements qui seraient prêts à investir et vous avez l'activité. Donc tout ça vous aide sur votre roadshow, en plus de pouvoir, si vous avez des investisseurs qui vous demandent d'autres informations, leur ouvrir votre data room que vous voyez ici, mais pas à tous, que à ceux qui auront peut-être échangé avec vous et qui auront manifesté leur intérêt d'investir. Voilà, sur cette partie et sur la partie BSR, il y a la partie financement. Et donc là, prenons l'exemple, par exemple, ici de Marc Fournier, qui est prêt à mettre 100 000 euros en BSR. Et donc là, on va paramétrer sur la plateforme tous les différents termes dont on vient de parler. Bien sûr, vous avez des questions, on a des articles, on a l'équipe qui peut vous expliquer voilà, comment on fonctionne, quelles sont nous les données qu'on observe sur site légal, etc. Et vous paramétrez tout ça. Une fois que vous avez paramétré tous ces éléments, et ben, ça vous permet de pouvoir générer vos documents. Rapport du président, décision des associés, accord d'investissement rapide. Et tout ça, vous pouvez ensuite donc soit télécharger en PDF, partager directement à votre investisseur, signature intégrée en ligne,
Et vous pouvez aussi, même avant la signature, voir les termes que vous avez sélectionnés de manière synthétique ici, plutôt que le contrat en version longue, l'échanger tant que c'est pas signé, évidemment, et on vous digitalise tout le process. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas, avec nos équipes, on est à dispo. Je vais vous faire passer aussi un petit lien directement dans le chat si vous voulez en discuter avec eux et prendre rendez-vous. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Mais est-ce que vous avez d'autres questions sur tout ce qu'on s'est dit ce matin? Il nous reste à peu près 10 minutes, peut-être même un peu moins si tout était clair. En tout cas, j'espère que c'était clair pour vous. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur les levées de fonds, augmentation de capital, pacte d'associés, roadshow, autres, BSAR? C'est super clair, merci Susanna, mais très content que ça le soit. Si vous voulez qu'on continue à échanger, que ce soit avec nos experts qui s'y connaissent parfaitement aussi sur ces sujets, utilisez le petit lien. Je vous souhaite dans ce cas une très belle journée. Ah, une question qui nous vient en dernière minute, votre base de données de fonds d'investissement. Alors, deux questions qui viennent au last minute. Alors, donc pour une levée de fonds en BSR, pas de frais d'avocat, compta, notaire. Alors, notaire, non. Compta, il y a toujours besoin de comptabilité, mais pas forcément pour le BSR. Nous, on vous digitalise toute la partie justement gestion et création du document juridique, donc vos contrats, tout ça. Vous n'avez qu'un interlocuteur, c'est Legals. Nos équipes, s'il y a besoin d'avocats, nous, on a potentiellement des avocats partenaires, mais pour des BSR, typiquement, souvent, pas besoin, sauf négociation et conseil juridique de la part de cet avocat. Mais sinon, la plateforme vous suffit et Legals vous permet de le faire de manière hyper simple, flexible et transparent, avec des tarifs aussi, hein, vous pourrez regarder sur le site, qui sont tout à fait transparents. Notre base de données des fonds d'investissement dans les packs qu'on pourra vous mettre à disposition. Donc, on a différentes offres sur Site Legals. On y inclut aussi une base de données d'investisseurs. C'est justement une base de données qu'on vous met à disposition. On ne fait pas la mise en relation, mais on aura listé et on vous donnera un état des lieux grâce à ce tableau avec tous les investisseurs, justement, de ces investisseurs, que ce soit des fonds d'investissement, la typologie, les tickets qu'ils mettent, etc. Donc, ça fait partie des offres qu'on propose avec Seed Legal. N'hésitez pas à en discuter avec nos équipes. Et est-ce que avoir déjà clôturé une année avec du CA, ça peut impacter la valorisation automatiquement ou ça peut se négocier sur d'autres KPI? Les meilleurs arguments que vous avez quand vous négociez avec des investisseurs, c'est forcément les revenus que vous générez. Mais il y a effectivement d'autres KPI qui sont intéressants à faire valoir. Tout dépend de votre modèle économique, mais par exemple, si vous avez une logique de freemium, c'est de pouvoir montrer un nombre d'utilisateurs qui vont utiliser votre solution sur la partie gratuite. Et après, c'est la conversion à ceux qui passent payants. Peut-être au début, ce sera un petit peu, mais vous avez plein de façons de pouvoir augmenter ce taux de conversion de freemium à ceux qui payent. Donc, il y a plein d'éléments justement à voir là-dessus. Et si vous voulez écouter effectivement à nouveau ce webinaire, il y a l'enregistrement, donc on enregistre tout ça. Sur notre chaîne YouTube, on a énormément de vidéos qui pourront vous intéresser, que ce soit celle-ci peut-être ou d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça, c'est sur notre blog et nos ressources et notre chaîne YouTube. Dans ce cas, et si vous avez vraiment des questions, pareil, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nos experts, hein, je vous remets le lien là si besoin, et donc on pourrait échanger plus en détail. Dernière petite question avant qu'on aille peut-être déjeuner, et si dans le cas, il faut plutôt choisir BSA ou classique? Magnifique, super question pour clôturer. Eh ben, ça dépend. Réponse de juriste, vraiment de votre stratégie, de tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui. Généralement, pour peut-être répondre de manière un peu plus claire, les sociétés, les startups early stage, le BSR peut faire sens, notamment pour les questions de valorisation et selon le montant que vous envisagez de lever. Pour les sociétés qui envisagent de faire un seed ou alors un pré-seed de 500 à 1 million d'euros, peut-être que la question aussi de la levée de fonds peut faire sens, notamment selon la typologie des investisseurs qui financent votre projet. Merci tout le monde pour vos questions, pour votre participation et on se tient au courant et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, vos projets et un très bon après-midi. Merci et au revoir tout le monde.